Accrochez-vous, chers passionnés de l'espace, car nous sommes sur le point de découvrir ensemble les secrets cosmiques qui ont été dévoilés cette année. Des étoiles géantes aux molécules organiques, cette année se présente sous les meilleurs auspices pour les astronomes. Alors, rattrapons tout ce que tu as peut-être manqué en 2023. Pour commencer, nous avons découvert de véritables monstres stellaires. Imagine-toi lever les yeux vers le ciel nocturne pour y apercevoir des étoiles qui ne sont pas seulement grandes, mais absolument énormes. Les scientifiques ont eu recours à un télescope de pointe, le télescope spatial James Webb, afin d'explorer les premiers jours de l'univers. Et au cours de leur pérégrination, ces chercheurs sont tombés sur d'anciennes étoiles qui étaient 10 000 fois plus grandes que notre Soleil. Oui, tu as bien entendu, 10 000 fois. Ce géant du monde stellaire faisait partie des toutes premières étoiles à s'être formées dans l'univers il y a de cela plusieurs milliards d'années. Imagine un amas globulaire comme un gigantesque conglomérat cosmique, où chaque groupe comporte de 100 000 à 1 million de membres. Ces amas s'apparentent à de gigantesques réunions de familles, toutes les étoiles naissant à peu près en même temps. Mais qu'est-ce qui rend ces monstres récemment découverts si particuliers? Eh bien, leur noyau, autrement dit leur cœur, sont beaucoup plus chauds que ce que l'on observe d'ordinaire dans les étoiles. Les chercheurs pensent que cette chaleur intense pourrait être due à la combustion d'une grande quantité d'hydrogène à des températures très élevées, un peu comme un gigantesque barbecue galactique. Il se passe quelque chose de fascinant dans ces amas globulaires. Les petites étoiles s'écrasent sur leurs voisines supermassives et acquièrent ainsi de l'énergie supplémentaire, un peu comme une mise à jour. Mais le hic, c'est que la plupart de ces amas vieillissent et que ces étoiles supermassives ont disparu depuis longtemps. Les amas que nous observons aujourd'hui ne laissent entrevoir que des indices de leur existence. Les scientifiques les étudient à partir des traces mystérieuses laissées par leur présence. La découverte de ces étoiles monstrueuses est extrêmement importante pour notre compréhension de l'univers. Si les scientifiques parviennent à rassembler davantage de preuves permettant de confirmer leur existence, il s'agirait d'une avancée majeure. Cela nous permettrait d'en savoir plus sur les amas globulaires et sur la formation des étoiles supermassives en général. Mais ce n'était là que la première découverte fascinante de 2023. La suivante est plutôt triste. Tu vois ces magnifiques anneaux qui donnent à Saturne son look ravageur? Eh bien, devine quoi? Ils pourraient disparaître dans un avenir pas si lointain. Enfin, à l'échelle astronomique. La mission Cassini de la NASA, qui a exploré Saturne de 2004 à 2017, a permis de recueillir des données fascinantes sur ces anneaux. Lors du grand final de la course de Cassini, au cours de laquelle elle a effectué d'époustouflantes manœuvres à travers l'orbite de Saturne, les scientifiques ont remarqué quelque chose de surprenant. Les anneaux perdèrent beaucoup de leur masse chaque seconde, des tonnes à vrai dire. Cela signifie que cette superbe auréole ne restera là que pour quelques centaines de millions d'années encore, tout au plus. Cela peut sembler long pour les humains, mais à l'échelle de l'univers, ce n'est pratiquement qu'un clin d'œil. Ce qu'il faut en retenir, c'est que nous avons découvert que les immenses anneaux, comme ceux de Saturne, ne duraient pas éternellement. Ils finissent par disparaître. Au moins, ni toi ni moi ne serons plus là pour assister à ce moment. Les scientifiques ont une théorie amusante sur ce qui se passera lorsque les anneaux de Saturne disparaîtront. Ils pensent que les autres géantes de glace et de gaz de notre système solaire, telles qu'Uranus et Jupiter, ont peut-être eu, elles aussi, des anneaux massifs. Mais au fil du temps, ces anneaux se sont émiettés pour prendre l'aspect de fines bandes d'astéroïdes, comme celles que possède actuellement Uranus. Les anneaux de Saturne sont principalement constitués de glace, mais ils sont également parsemés de poussière rocheuse. Celle-ci provient des astéroïdes et des minuscules météores qui s'écrasent sur d'autres corps célestes et se désagrègent. C'est un peu comme une tempête de particules glacées et de débris cosmiques. Les recherches ont également révélé que les anneaux de Saturne sont apparus longtemps après la formation de la planète elle-même. Ils étaient encore en train de se former lorsque les dinosaures peuplèrent la Terre. En termes d'âge astronomique, ils sont donc assez récents, puisqu'ils n'ont que quelques centaines de millions d'années. Cette découverte a enthousiasmé les astronomes, car elle signifie qu'un événement de grande ampleur s'est produit dans le passé de Saturne pour créer cet étonnant disque glacé. Mais il s'agit là d'un mystère qui attend encore d'être élucidé. Les scientifiques voudraient d'arrêt comprendre ce qui a exactement provoqué la formation de ces anneaux et pourquoi ils ont une structure aussi époustouflante. Espérons qu'ils y parviennent. Mais passons à quelque chose de plus optimiste,
car nous avons une autre nouvelle passionnante venue de l'espace lointain. Récemment, des scientifiques ont étudié l'une des galaxies les plus éloignées de l'univers, et ils y ont trouvé quelque chose d'étonnant, des molécules organiques. La galaxie en question porte un nom à coucher dehors, SPTO 41847. Elle se trouve à plus de 12 milliards d'années-lumière de notre petite planète bleue. Peux-tu concevoir une telle distance ? C'est la galaxie la plus éloignée où l'on n'ait jamais détecté des molécules organiques complexes. C'est pourquoi observer cette galaxie, c'est comme regarder quelque chose qui date de l'époque où l'univers n'était encore qu'un bébé. Nous n'avons aucune idée de l'aspect actuel de celle-ci. La lumière qui nous en parvient correspond à ce qu'elle était lorsque l'univers n'avait 1,5 milliard d'années. Imagine être capable de voir des choses qui remontent aussi loin dans le passé. Ce qu'on a trouvé là porte un nom très compliqué. Une molécule d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou plus simplement une molécule de HAPE. Tu te demandes sans doute, mais qu'est-ce que c'est que ce bidule ? Eh bien, devine quoi ? On peut en fait trouver ces molécules ici même, sur notre bonne vieille planète. Elles peuvent se retrouver dans des choses telles que la fumée d'échappement des voitures, ou dans celle des feux de forêt. Les molécules de HAPE sont constituées de chaînes d'atomes de carbone. Et voici en quoi elles nous importent. Elles sont considérées comme les éléments de base de la vie. Réalise seulement, les éléments constitutifs de la vie, ces minuscules chaînes de carbone, ont été découverts dans une galaxie très lointaine. C'est comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. Les chercheurs ont également découvert que le gaz flottant dans cette galaxie était rempli d'éléments lourds. Ce n'est pas rien, car cela suggère que de nombreuses étoiles se sont succédées dans cette galaxie, créant tous ces éléments étonnants. Cela signifie que cette galaxie est potentiellement riche en de nombreux autres éléments. Cette découverte ouvre un monde de possibilités et soulève tant de questions passionnantes. Comment ces molécules se sont-elles formées dans une galaxie si lointaine ? Et puisque nous regardons dans le passé, qu'est-il advenu de ces molécules organiques au cours de cette période ? Ont-elles pu évoluer vers la vie ? Nous ne faisons qu'effleurer la surface de choses incroyables qui attendent encore d'être découvertes. Au fait, si tout cela se passe si loin, comment les scientifiques ont-ils bien pu réussir à découvrir une chose pareille ? Eh bien, encore une fois, ils disposèrent d'un instrument, le télescope spatial James Webb. Cette machine sophistiquée a été lancée récemment et dispose de pouvoirs décuplés en matière d'observation de l'univers. Lorsque les scientifiques ont étudié cette galaxie lointaine, ils ont rencontré un petit problème. La lumière provenant de ces objets lointains était si faible qu'elle était difficile à voir ou à détecter. Mais devine quoi ? Ils ont eu une idée brillante pour résoudre ce problème. Ils ont eu recours à ce que l'on appelle la lentille gravitationnelle, qui est un peu comme la loupe de la nature. Imagine deux galaxies parfaitement alignées, comme pour une séance de photos. La lumière de la galaxie lointaine, celle en arrière-plan, se dirige vers nous. Mais au cours de son voyage, elle traverse la galaxie d'avant-plan, qui agit comme une lentille spatiale géante. Que se passe-t-il ensuite ? La gravité de la galaxie d'avant-plan courbe la lumière, à la manière d'une loupe, la rendant plus grande et plus brillante encore. C'est comme si nous disposions d'un zoom cosmique pour nos télescopes. Cette courbure de la lumière crée une forme super cool, appelée anneau d'Einstein. Il s'agit d'un halo ou d'un anneau de lumière entourant la galaxie de premier plan. En fait, c'est une façon pour la nature d'exhiber l'étendue SS pouvoir magique. Grâce à la lentille gravitationnelle et à ces magnifiques anneaux d'Einstein, les scientifiques peuvent voir plus clairement les objets éloignés et apprendre des choses étonnantes sur l'univers lointain. Et grâce à tout cela, ils ont réussi à découvrir les interactions chimiques cachées des premières galaxies. N'est-ce pas incroyable ? Les scientifiques sont franchement emballés par cette découverte. Ils ne s'attendèrent pas à trouver des molécules organiques aussi complexes dans une galaxie aussi incroyablement lointaine. Et qui sait ? Ce n'est peut-être que le début d'une passionnante épopée cosmique. Alors, gardez les yeux rivés sur les étoiles, chers explorateurs de l'espace. L'univers est plein de surprises. Imagine un être si puissant qu'il pourrait aspirer des galaxies entières, si mystérieux qu'il serait invisible à l'œil nu, et si impressionnant qu'il pourrait plier l'étoffe même de l'espace et du temps. Je te présente ma mère. Mais non, je plaisante. Il s'agit en réalité de l'ultime super-héros de notre univers, l'étoile Trou Noir. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Nous allons voir ça. L'univers est rempli de merveilles, et cette étoile est l'une des plus impressionnantes d'entre elles.
Sa force supermassive est capable de bousculer les lois de la physique, une véritable énigme que les scientifiques doivent encore élucider. Pas étonnant qu'elle fascine les auteurs de science-fiction. Une étoile trou noir, ou quasi-étoile, est une étoile hypothétique extrêmement massive et lumineuse qui pourrait avoir existé au commencement de l'univers. Selon nos calculs, elle brillait autant qu'une petite galaxie. Mais contrairement aux étoiles modernes, elle n'était pas alimentée par la fusion nucléaire. Son énergie provenait de la matière que le trou noir qu'elle possédait en son cœur aspirait. Et oui, tout comme un trou noir normal, ces étoiles avaient le pouvoir d'aspirer tout ce qui s'en approchait, des étoiles, de la poussière et même des galaxies. Mais comment est-il possible qu'une étoile naisse d'un trou noir? Et comment pouvait-il coexister? Voyons d'abord comment naissent les trous noirs en général. Tout commence par une étoile supermassive, c'est-à-dire une étoile faisant plusieurs fois la masse de notre Soleil. Cette étoile géante brûle intensément et brille de la lumière d'1 million de soleils. Hélas, elle finit par manquer de carburant. À la fin de sa vie, elle émet un énorme boom, une puissante explosion capable d'éclipser une galaxie entière. Ce type d'explosion porte le nom de supernova. Lors de ce boom, les couches extérieures de l'étoile partent dans tous les sens, tandis que le noyau se voit écrasé par sa propre gravité. Si le noyau est suffisamment lourd, il continuera à s'effondrer jusqu'à devenir un trou noir. Et celui-ci, par conséquent, naîtra. Et non, il n'a pas besoin de couches. Ce monstre cosmique grandira à partir de maintenant en avalant tout ce qui s'approche de lui. C'est en gros ce qui se passe actuellement dans notre univers, avec les étoiles supermassives. Mais les quasi-étoiles dans tout ça? La formation d'une quasi-étoile n'a pu avoir lieu qu'au début du développement de notre univers, avant que l'hydrogène et l'hélium ne se fassent contaminer par des éléments plus lourds. Pour cette raison, les quasi-étoiles présentent une caractéristique importante. Elles sont gigantesques, si énormes qu'il est littéralement impossible de les imaginer. Il est possible qu'elles aient été plus grandes que les plus grandes étoiles modernes connues, comme VY Canis Majoris et Stephenson 218. Pas étonnant qu'elles soient si effrayantes. Elles naissaient de proto-étoiles, qui étaient parmi les premières étoiles de l'univers, les arrière-arrière-grands-pères de... tout. Imagine maintenant une proto-étoile si massive que son cœur finisse par s'effondrer en un trou noir, comme nous l'avons décrit précédemment. Mais la différence essentielle, c'est que lors d'une supernova classique, les couches extérieures de l'étoile sont emportées par toute l'énergie libérée. En revanche, avec une quasi-étoile, 16 couches extérieures ont une masse suffisante pour absorber cette énergie et rester en place. Qu'obtient-on au final? Une étoile avec, en son cœur, un trou noir pesant entre 1000 et 10 000 masses solaires. Cette quasi-étoile est environ 14 000 fois plus grande que notre Soleil. C'est la plus grosse étoile que nous connaissions à ce jour. Ce titan céleste ont des propriétés assez folles. Lorsqu'un trou noir se formait au centre d'une proto-étoile, elle se mettait à dégager des tonnes d'énergie. Cette énergie contribuait à équilibrer sa force de gravité, comme avec les étoiles à fusion nucléaire. Elle devenait alors si lumineuse qu'elle ressemblait à une petite galaxie. Ces étoiles avaient une durée de vie assez courte, de l'ordre de 7 millions d'années. À titre de comparaison, notre Soleil a environ 4,5 milliards d'années, et il n'en est qu'à la moitié de sa vie. Au cours de cette brève période, le trou noir atteignait une taille située entre 1000 et 10 000 fois celle de notre Soleil. On pense aussi que les quasi-étoiles étaient très chaudes, avec des températures dépassant les 9700 Celsius. Mais en vieillissant, elles commençaient à se refroidir, et leurs couches extérieures devenaient transparentes. Finalement, leur température n'était plus que d'environ 3800 Celsius. À ce moment, c'en était fini de nos quasi-étoiles. Elles ne pouvaient pas survivre à cette température. Elles se dissipaient donc, laissant derrière elles des trous noirs de masse intermédiaire. Bon, malheureusement, à l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de ces quasi-étoiles. Elles auraient seulement existé il y a très longtemps. Peut-être s'agissait-il d'étoiles dites de population 3, qui sont extrêmement rares et difficiles à détecter. Et il est très peu probable qu'elles existent encore aujourd'hui en raison de leur durée de vie très brève. 7 millions d'années, c'est court. Alors pourquoi les scientifiques croient-ils à l'existence de ces quasi-étoiles? Parce qu'ils cherchent à expliquer comment des trous noirs supermassifs
ont pu se former si tôt dans l'histoire de l'univers. On les trouve au centre de la plupart des galaxies. Mais comment ces monstres se sont-ils développés si rapidement? Après tout, il faut énormément de temps pour qu'un petit trou noir se transforme en un trou noir supermassif. C'est de là que vient l'idée des quasi-étoiles. Ces étoiles ne sont pas simplement des titans destructeurs. Elles sont les championnes de la gravité. Elles peuvent plier et déformer n'importe quoi à leur guise. Voilà pourquoi, si elles ont réellement existé, on pense qu'elles ont joué un rôle crucial dans l'évolution des galaxies. Elles auraient tout contribué à façonner l'univers tel que nous le connaissons. Les trous noirs de taille intermédiaire qu'elles ont laissés derrière elles seraient finalement devenus les trous noirs supermassifs qui sont au centre des galaxies. Mais nous n'avons pas encore résolu ce mystère cosmique. La détection des étoiles trous noirs s'apparente à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin. Sauf qu'au lieu d'une aiguille, il s'agit d'un objet invisible et mystérieux, et qu'au lieu d'une botte de foin, il s'agit de la vaste étendue de l'espace. À l'aide d'une technologie assez avancée et de beaucoup de matière grise, nos scientifiques tentent cependant de trouver des réponses. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider. Tout d'abord, les ondes gravitationnelles. Ce sont des sortes d'ondulations dans l'étoffe de l'espace-temps causées par le mouvement d'objets massifs. Albert Einstein les a prédites au XXe siècle, mais elles n'ont été détectées qu'en 2015, alors que des scientifiques observaient une collision entre deux trous noirs. Cette découverte nous a appris que les trous noirs peuvent fusionner et qu'ils constituent une source puissante d'ondes gravitationnelles. Les scientifiques pensent qu'en étudiant ces ondes, ils pourront en savoir plus sur la formation et la croissance des trous noirs. Nous pouvons aussi essayer de détecter les quasi-étoiles en observant les effets de leur gravité sur leur voisinage. C'est un peu comme quand on essaye de trouver un criminel en examinant des empreintes digitales. Si par exemple un trou noir se trouve à proximité d'une étoile, nous pourrons observer la lumière de celle-ci se déformer. Bien sûr, nous pouvons utiliser nos technologies, les télescopes à rayons X ou à infrarouge, les radiotélescopes. Cela nous permet d'étudier les trous noirs de différentes manières et à différents stades de leur vie. Nous travaillons donc d'arrache-pied pour découvrir ce qui se cache derrière ces géants célestes. Nous développons en permanence de nouveaux télescopes à la recherche des trous noirs primordiaux et nous essayons de comprendre ce qui lie les étoiles trous noirs à la matière noire. Cela nous mène à des découvertes assez incroyables, comme avec les ondes gravitationnelles. Nous espérons ainsi un jour percer le mystère des quasi-étoiles. Lorsque nous aurons découvert la vérité, nous aurons tourné une nouvelle page de notre histoire scientifique. Au Moyen-Âge, les châteaux étaient des endroits frisquets. Les pierres semblaient irradier le froid de l'hiver. C'est l'une des raisons pour lesquelles des tapisseries étaient accrochées aux murs, afin d'aider à garder le froid dehors et la chaleur à l'intérieur. Mais on ne peut pas accrocher n'importe quoi sur les murs d'un château. La tapisserie doit être belle, héroïque, épique même. Les Grecs anciens accrochaient des tapisseries sur les murs de leurs châteaux célestes. De glorieuses tapisseries tissées d'étoiles. Les 48 constellations de l'hémisphère nord ont toutes été répertoriées et nommées par les Grecs. L'histoire d'Andromède figure sur l'une de ces tapisseries. Tissée de 7 constellations réparties sur l'ensemble du ciel d'automne, elle contient des observations astronomiques détaillées. Tout commence avec la constellation de Cassiopée, reine d'un des plus anciens royaumes d'Afrique, l'Éthiopie. Lorsque la constellation de Cassiopée est visible à l'horizon, elle ressemble à un escalier qui monte vers la Voie lactée. On pense souvent que les pyramides à degrés du monde entier ont été inspirées par ce motif étoilé. En tout cas, Cassiopée est une belle constellation. Ce qui tente à indiquer que la reine Cassiopée n'en était pas moins belle. Belle, mais tout aussi vaniteuse, ce qui est, comme souvent, le déclencheur de toute l'action dramatique. Dans le ciel nocturne, Cassiopée se trouve à l'opposé de la Grande Ourse par rapport à l'étoile polaire. Comme la Grande Ourse, Cassiopée se déplace dans le ciel autour de l'étoile polaire, ce qui en fait une constellation circumpolaire. La supernova Cassiopée A a été observée au sein de Cassiopée vers l'année 1680. Elle s'était produite environ 11 000 ans plus tôt. Le satellite à rayons X Chandra a récemment pris un cliché extraordinaire de ce reste de supernova, montrant les éléments soufre, calcium, silicium et fer au milieu des rayons X de haute intensité du nuage en expansion. L'époux de Cassiopée est aussi une constellation circumpolaire,
mais une constellation mineure et peu lumineuse nommée Céphée. Il avait son propre royaume, la fusion de territoires par le biais d'un mariage semblant être une chose plutôt courante dans l'histoire. Céphée était un roi de Phénicie. On trouvait beaucoup de rois en Phénicie, à l'époque où ce n'était qu'un ensemble de cités-États éparpillés le long de la rive orientale de la Méditerranée. Céphée se trouve dans la zone située entre Cassiopée et l'étoile polaire. La constellation de Céphée est importante pour les astronomes. C'est là que Henrietta Swan Leavitt a découvert des étoiles variables qui pulsent à intervalles réguliers. Le taux de pulsation de l'étoile indique sa luminosité réelle et permet de mesurer avec certitude son éloignement. La découverte des étoiles variables céphéides a été une percée majeure pour l'astronomie du début du XXe siècle. Céphée et Cassiopée ont eu une fille, Andromède, elle aussi d'une beauté remarquable et qui est, sans mauvais jeu de mots, la véritable star de l'histoire. Il semble qu'un jour, Cassiopée se soit vantée de sa beauté et de celle de sa fille Andromède. « Nous sommes plus belles que toutes les autres femmes du monde entier. » Une telle présentation de la part d'une reine aurait pu être excusée. Mais Cassiopée est allée plus loin et a dépassé les bornes. En fait, nous sommes plus belles que toutes les Néréides. Les Néréides étaient des nymphes de mer dans la mythologie grecque, filles de l'océan. Réputées pour leur beauté et leur bienveillance envers les marins, les Néréides, au nombre de 50, se sont offusquées de se voir ainsi réduites par une simple mortelle. Cassiopée devait être punie pour avoir bafoué l'ordre naturel. La vanité de Cassiopée lui a valu une punition contre l'ensemble de son royaume d'Éthiopie. Un monstre venu du fond des océans, la constellation de la baleine, également nommée Cétus, a commencé à dévaster les villages côtiers d'Éthiopie ainsi que les bateaux de pêche du pays. Cétus est une constellation de l'hémisphère sud céleste, la quatrième plus grande en superficie de toutes les constellations. Cétus nage dans une partie sombre du ciel appelée l'océan. Seule sa tête s'élevant au-dessus de l'équateur céleste. Cette partie du ciel contient plusieurs constellations ayant pour thème l'eau. Les poissons, le Verseau et l'Éridan, le fleuve. Plus de 50 exoplanètes ont été découvertes au sein de Cétus. Il y a fort à parier que le télescope spatial James Webb s'attachera à analyser le spectre atmosphérique de ces planètes à la recherche de signes de vie. Pendant ce temps, la reine Cassiopée et le roi Céphée doivent faire quelque chose au sujet du monstre qui dévaste les côtes de l'Éthiopie. Ils consultent un oracle et font une autre incartade par-delà des domaines de la raison et de la nature. « Dis-nous, oracle, que pouvons-nous faire pour empêcher le monstre de ravager notre royaume ? Ce monstre n'est pas une affliction normale de la nature. Une offense a été commise contre les royaumes supérieurs. Et voici la punition. Le monstre ne peut être arrêté par aucun moyen normal. Seul un sacrifice humain de l'être le plus noble pourra apaiser la bête. Une erreur en entraîne une autre. La personne la plus noble du royaume, bien sûr, est la princesse Andromède. Suivant l'ordre de son père avec le consentement, voire même sur la suggestion de sa mère, Andromède est enchaînée à un rocher au large. Elle est le sacrifice humain qui, selon ses parents, sauvera le royaume. Mais attention, voici le fameux héros grec qui vient tout résoudre, arrêter le sacrifice humain et transformer Cétus en pierre, Persée. D'où arrive Persée ? Des îles Hébrides d'après la légende. Persée s'est rendue aux Hébrides à la poursuite de la gorgone Méduse. L'étendue géographique de cette tapisserie est immense. Des Hébrides à la mer Rouge. Les Hébrides sont un archipel d'îles principalement rocheuses au large de la côte ouest de l'Écosse. Il était impossible de naviguer plus loin. Les Hébrides étaient la fin absolue du monde à l'époque, mais Persée n'avait pas eu à naviguer jusqu'à elle. Il a volé sur une paire de sandales ailées. Quant à Méduse, c'était l'une des plus grandes méchantes de tous les temps. Un seul regard de Méduse était si terrifiant qu'il pétrifiait sa victime, ne laissant qu'une statue de pierre. Persée était en grand danger. Alors, qu'a fait notre héros ? Au lieu de regarder directement Méduse, Persée a détourné le principe scientifique de la réflexion. C'est ainsi qu'il a tué Méduse, en regardant son reflet dans son bouclier poli. Dans notre tapisserie du ciel, Persée est représenté tenant la tête coupée de Méduse. Dans le ciel nocturne, un œil de la tête de Méduse s'ouvre, se ferme et s'ouvre à nouveau. Les astronomes arabes ont nommé cette étoile Algol, la goule. Algol est une étoile binaire à éclipse. L'une des étoiles est brillante, l'autre pas tant que ça.
Lorsque l'étoile la plus terne tourne autour de l'étoile brillante, elle passe devant cette dernière, l'éclipsant, et l'œil se ferme. Comme l'étoile la plus terne met 2 jours, 20 heures et 49 minutes à tourner autour de l'étoile brillante, l'œil dans la tête de Méduse s'ouvre tous les jours et demi environ. La constellation de Persée se trouve immédiatement sous Cassiopée, et les observateurs du ciel regardent rapidement pour voir si Algol est éclipsé, c'est-à-dire si l'œil de Méduse est ouvert ou fermé. Persée est revenu des Hébrides, accompagné de Pégase, le cheval ailé. La partie centrale de Pégase est le Grand Carré, composé de 4 étoiles. Comme la Terre tourne autour du Soleil, le Grand Carré est en plein centre du ciel nocturne en automne. En été, c'est le triangle d'été, composé de Véga, Deneb et Altaïr, qui se trouve au centre du ciel nocturne. Au printemps, c'est le Lion, et en hiver, c'est Orion le chasseur. Ce sont les murs du château dans le ciel, et tous ont de merveilleuses tapisseries qui les représentent. La constellation d'Andromède partage une étoile nommée Alphératz avec Pégase. C'est l'un des coins du Grand Carré. Il semble donc qu'Andromède puisse chevaucher Pégase. Sa couronne, souviens-toi que c'est une princesse, flotte tout près. C'est M31, la galaxie d'Andromède. Pour voir M31, il faut traverser les coins du grand carré de l'étoile la plus basse à l'étoile la plus haute et aller un peu plus loin pour voir la galaxie d'Andromède. Assure-toi de la regarder du coin de l'œil. C'est ce qu'on appelle la vision détournée. Les coins de tes yeux sont plus sensibles à la lumière. Tu pourras donc voir l'énorme galaxie spirale, située à 2,5 millions d'années-lumière, comme une tache lumineuse 1,5 fois plus large que la pleine lune. Persée ne veut pas de sacrifice humain, de sorte qu'il s'interpose et sauve Andromède en exposant Cétus au regard de Méduse. Et c'est là que nous rencontrons la deuxième variable éclipsante de notre tapisserie du ciel, Mira, l'étoile du cœur de Cétus, le monstre des mers. Mira, d'où nous vient le mot miroir, si approprié dans une histoire de vanité, est une étoile binaire à éclipse. L'étoile la plus terne, en orbite autour de l'étoile brillante, est une naine blanche, trop diffuse pour être perçue à l'œil nu. On a l'impression que le cœur de Cétus s'éteint. Mira est éclipsée et disparaît. Ce cycle se répète tous les 332 jours. Notre fabuleuse tapisserie d'étoiles possède les 2 seules étoiles binaires à éclipse visibles à l'œil nu. La galaxie spirale la plus proche, ainsi qu'un héros qui n'aime pas les sacrifices humains et utilise les principes de l'optique pour vaincre des monstres mythologiques. Si tu avais un château, tu pourrais l'y accrocher.